Bonjour et bienvenue à nouveau à l'émission Le Musée m'amuse. Ici Geneviève Claveroy du Musée minéralogique. Je vous ai déjà parlé que le musée a comme mission de diffuser de l'information aux générations actuelles et futures. L'un des moyens utilisés pour ce faire est nos nombreuses activités éducatives que l'on fait, tant pour les visiteurs individuels que pour les groupes scolaires. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Joanne Turmel, qui est agente de communication au musée. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors, Joanne, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une activité qu'on appelle Minéraux en spectacle. C'est bien ça? Oui. Alors, évidemment, en vue d'éveiller la curiosité pour venir au musée, la curiosité des enfants pour venir au musée, nous avons créé au musée des activités éducatives variées, tenant compte des connaissances et des habiletés des enfants. OK. Alors, évidemment, notre but, c'est de donner le goût aux enfants de venir dans notre musée et même leur donner le goût d'aller dans d'autres musées aussi. Okay. Et puis, évidemment, cette expérience-là du musée avec les groupes scolaires amène les enfants à apprendre le comportement aussi qu'on doit avoir dans un musée. Exemple, ne pas parler trop fort, ne pas courir, ne pas toucher. Et puis, on veut développer les enfants à travers nos activités, bien entendu. Alors, roches et minéraux, c'en en est une, à la découverte des minéraux. Alors, il s'agit finalement, l'activité, il s'agit d'identifier les propriétés des minéraux à l'aide de nos 5 sens. Après, avec des indices intelligents, les enfants arrivent à trouver qu'est-ce qu'on fait avec les minéraux. Ça, c'est après l'atelier. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment 2 volets. Il y a l'identification des minéraux. Il y a aussi qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Parce que c'est bien beau savoir qu'un quartz peut s'identifier, mais si on ne sait pas à quoi ça sert, un quartz dans la vie de tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre les deux, si je comprends bien. C'est vraiment un plus, oui. Okay. Puis cet atelier-là développe du vocabulaire pour les enfants aussi. Ils apprennent les propriétés des minéraux et ils apprennent, ils développent leur vocabulaire aussi. Alors, c'est un atelier très enrichissant. OK. Pour le bienfait des téléspectateurs à la maison, peut-être les gens ne sont pas très familiarisés avec ces termes-là, justement, minéraux, roches. Est-ce que c'est la même chose, un minéral et une roche? Non. Non, c'est pas la même chose, un minéral et une roche. C'est-à-dire que la roche contient des minéraux. C'est comme un morceau de gâteau, hein? Quand on fait un gâteau, ça a beaucoup d'ingrédients dedans. Alors, la roche contient des minéraux. Tandis que minéral, ça a une propriété chimique particulière à l'intérieur, des atomes. C'est ce qui peut les différencier. Bien, en fait, si je comprends bien, c'est comme si le minéral, c'était les œufs, le lait, le sucre, et la roche, c'est comme si c'était le gâteau, finalement. Oui, okay. C'est ça. C'est bien. Et comment est-ce qu'on amène à faire découvrir ça aux enfants? Est-ce qu'on leur montre des pièces puis on leur fait deviner c'est quoi? Comment on amène à leur faire identifier un minéral dans l'atelier Minéraux en spectacle? Alors, on utilise les 5 sens. OK. Bon, alors, entre autres, un exemple pour ce qui est de l'halite, on goûte, tout simplement. De la quoi, pardon? De la halite. OK, halite. Alors, on goûte, tout simplement, ça goûte le sel. Ah, et comment est-ce qu'on goûte un minéral? Tout simplement, on met notre doigt dans l'eau, puis on passe notre doigt sur le minéral, puis on y goûte. OK. C'est simple comme ça. Et avec nos 5 sens, on découvre des minéraux. Donc, même nos 5 sens, c'est-à-dire qu'on peut se servir... Bon, vous avez parlé, Mme Turmel, du goût. Donc, on peut goûter un minéral. Les 4 autres sens, ce serait la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Oui. Donc, on peut écouter des minéraux, on peut sentir des minéraux, c'est bien ça? On peut écouter des minéraux aussi.
Oui, c'est de venir à l'atelier pour entendre. Ah, OK. Donc, les professeurs sont invités à ce moment-là à prendre de l'information au musée pour venir faire l'atelier avec les enfants. Oui. Ça semble bien intéressant. Mais si je me souviens bien, il y a quand même plusieurs années, quand j'étais moi-même à l'école, alors, il y avait un module sur les roches et les minéraux et on nous faisait découvrir surtout des choses comme la dureté, la couleur du minéral. Est-ce que vous voyez ça aussi dans l'atelier? Oui, oui, oui. Oui, puis vous pourriez peut-être expliquer avec des tableaux nouveaux. Hein? On a du nouveau matériel. Oui. Alors... Oui, vous avez tout à fait raison, Madame Turmel. En fait, le local dans lequel on se trouve actuellement, c'est un nouveau local au Musée minéralogique. Il a été préparé cet été. Alors, on a bien hâte de l'inaugurer pour la saison de cet automne avec nos groupes scolaires. Donc, bon, le local, oui, il y a bien des choses qui ont été ajoutées, des choses collées au mur qu'on vous expliquera plus à la fin, à quoi ça sert exactement. Mais on a aussi ajouté des portions, en fait, des tableaux pour mieux expliquer la géologie au groupe. Bon, par exemple, ici, on a le tableau de la Terre. Bon, on reconnaît la belle planète et à l'intérieur, on voit la forme de la Terre. Donc, les différentes couches. Donc, on peut expliquer la formation géologique de la planète avec ça. On a aussi des... En fait, les minéraux, on peut vraiment les identifier de plein de façons. J'ai parlé de dureté, d'éclat, de toutes sortes de choses. Donc, chacun de ces... de ces clés d'identification est mise en revue. Ici, on a le système cristallin. Ici, vous avez toutes les clés d'identification qui sont décrites. On a aussi l'échelle de dureté. L'échelle de dureté qui est très importante au niveau de l'identification des minéraux. Donc ça, c'est sous forme de tableau. Sauf que chacun de ces minéraux-là, on les a en réalité dans nos tiroirs. Donc, on peut faire manipuler les enfants. Les enfants, quand c'est juste de l'observation, on a de la misère à garder leur attention. Mais quand ils manipulent, quand ils font des expérimentations, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment deux portions. Portion technique et portion pratique avec nos tiroirs de minéraux. On peut aussi, quand on parle de roches et de minéraux, c'est très vaste comme sujet. On peut toucher à la géologie, on peut toucher aux roches qui viennent de l'espace, les météorites. On peut toucher aussi au volcanisme. Derrière moi, ici, j'ai un volcan, un modèle de volcan. Et si on l'ouvre, on voit l'intérieur du volcan, comment c'est fait. Alors, c'est très facile d'expliquer aux enfants avec ces modules-là comment se forme le volcan, comment ça se passe à l'intérieur de la Terre. Donc, on peut vraiment aller très, très loin dans ces modules-là pour expliquer aux enfants comment ça se passe. Alors, est-ce que, Joanne, tu avais quelque chose à rajouter? À la fin de l'atelier, on a un petit jeu qui s'adresse aux enfants du primaire, un jeu où l'enfant doit venir mimer qu'est-ce que l'on fait avec ce minéral, le minéral qu'on montre. Alors, on lui donne des indices, on l'amène à l'extérieur, on lui dit à l'enfant qui va venir mimer, on lui nomme l'objet. Alors, lui, il doit venir mimer l'objet. Et au groupe, on donne des indices sur les caractéristiques de ce minéral-là. Et on divise l'équipe en deux, puis on donne des points, et puis les enfants s'amusent beaucoup. Et pour finir, le clou de l'atelier, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Parce que tous les minéraux dont on parle durant l'atelier ont des propriétés, parfois qui sont spectaculaires, d'où le nom de l'atelier Minéraux en spectacle. Mais vraiment, la propriété la plus spectaculaire, à mon avis, des minéraux est la fluorescence. Ça veut dire qu'il y a des minéraux qui sont excités par les particules ultraviolets. Donc ça veut dire que si on éclaire le minéral avec une lumière ultraviolet, à ce moment-là, il va dégager des couleurs qu'on ne voit pas habituellement. Donc c'est pour ça que le local est décoré avec un petit peu toutes sortes de choses qui sont fluorescentes, parce qu'il y a en fait une surprise à montrer aux enfants à la fin de l'atelier qu'on ne vous montrera pas aujourd'hui parce qu'on veut quand même garder un élément de surprise pour les professeurs. Mais les enfants adorent ça. Ça peut paraître drôle que je vous dise ça en disant que le local n'a pas encore été inauguré. On a fait des tests cet été avec les enfants des familles qui sont venus nous voir, avec nos camps d'été aussi, et les enfants ont adoré ça. Donc c'est certain que nos groupes scolaires vont adorer ça aussi. Donc, on a juste hâte de vous voir ici, alors, pour l'atelier Minéraux en spectacle. Par contre, il n'y a pas juste cet atelier-là qu'on fait au musée, on en fait plusieurs autres. On va aller voir tout de suite l'atelier L'habit du mineur avec Joanne encore une fois.
On a vu l'atelier Roches et minéraux pour parler de l'un des thèmes principaux du musée qui est la géologie, la minéralogie. Mais un autre thème très important au musée, c'est l'histoire. Et l'histoire régionale, ici dans la région, c'est bien sûr l'histoire de la découverte de l'amiante chrysotile, l'évolution des conditions de travail dans les mines, etc. Mais il y a un pan de l'histoire aussi qui est important, c'est qu'on a eu deux types d'exploitation bien distinctes dans la région ici, c'est-à-dire l'exploitation des mines à ciel ouvert et l'exploitation des mines souterraines. Donc, le prochain atelier dont on va vous parler parle surtout du type d'exploitation qui était souterrain. Parce que au niveau de la sécurité et l'habillement des travailleurs, c'est assez particulier, donc ça vaut la peine de faire un atelier là-dessus pour le faire découvrir davantage aux enfants. Alors, je suis toujours en compagnie de Mme Joanne Turmel, bonjour, pour parler de l'atelier l'habit du mineur. Alors, Joanne, en quoi consiste cet atelier-là? Bon. Tout d'abord, notre intention éducative, c'est de susciter la curiosité et un intérêt pour l'histoire. Alors, on découvre l'univers des mineurs qui œuvrent dans les mines souterraines en faisant une démonstration de l'habit du mineur d'aujourd'hui et d'autrefois. Alors, préalablement, les enfants sont invités à voir une maquette d'une mine souterraine. C'est comme une fourmilière, en fin de compte. Et puis, on en discute, on en parle. Et par la suite, on les amène ici, dans notre décor, où c'est un décor de mines souterraines, hein, avec tout le matériel des mines souterraines. On aborde les différents métiers aussi que l'on retrouve dans les mines souterraines. On y apprend la symbolique des couleurs des casques. On regarde le sens de la transformation. Ça, c'est surtout avec les étudiants du secondaire. Le sens de la transformation des vêtements. Puis pour y trouver des failles, les vêtements d'aujourd'hui ont des failles, puis d'imaginer aussi le futur, comment peuvent être les vêtements dans le futur. Alors, ça développe la créativité, cet atelier-là aussi. Alors, on commence tout simplement par leur demander aux enfants qu'est-ce que ça prend pour descendre dans nos mines c'est très froid, moins 15 degrés Celsius, en dessous de la terre, c'est très froid. Alors, on peut s'imaginer... les enfants du primaire s'imaginent qu'ils sont eux-mêmes les travailleurs qui doivent descendre. On les met en contexte, tout ça, avec le chevalement, avec Le treuil? Le treuil, exactement. Et puis, on commence par la salopette. Hein? On commence par la salopette. Le mineur doit se mettre une salopette. Là, si je comprends bien, en fait, c'est que les enfants se mettent dans la peau des mineurs. C'est donc, parmi tout le groupe d'enfants qui assistent à l'atelier, j'imagine qu'on doit en choisir parmi eux qui vont venir en avant s'habiller comme les mineurs, c'est ça? Oui, ça peut se faire comme ça. OK. Oui. Et puis, même à la fin de l'atelier, les enfants disent « Ah, moi, je veux être un électricien. Moi, je vais être ça. Moi, je vais être un mécanicien. Moi, je vais conduire les autos, les trucks, les camions. » Donc, ils font de la projection dans le futur du type d'emploi qu'ils aimeraient faire dans les mines. Ils sont très imaginatifs. Hein? Alors, est-ce qu'on peut voir un peu ces pièces de vêtements-là, avoir une idée? Les temps anciens, notre petite salopette très simple, avec pas de manche pour réchauffer le mineur, puis pour le protéger, tout simplement. Puis, vous savez que le premier mineur descendait avec tout simplement sa calotte au tout début. Hein? Puis il s'éclairait avec des bouts de chandelle dans ses poches. Alors, la salopette est arrivée plus tard, même par rapport au début de l'exploitation, c'est arrivé un peu plus tard, la salopette. Oui. OK. C'est arrivé plus tard. Donc, ce que j'ai ici, moi, c'est l'habit du mineur d'aujourd'hui. Alors, on peut voir qu'au lieu d'être une simple salopette, on a rajouté des manches. Donc, le mineur est plus à la chaleur et ses vêtements de tous les jours sont davantage protégés aussi. Alors, je ne sais pas si on peut apercevoir ici à la caméra que le vêtement a eu des bandes de tissu rajoutées. Donc, on voit ici à l'avant verticale et horizontale dans le dos. Joanne, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert, ces bandes-là? Alors, c'est fluorescent, hein, à la lumière. Alors, c'est pour que le mineur se fasse bien voir, hein, parce qu'il peut arriver bien des accidents sous la terre. Hein. Parce qu'il n'y a pas de lumière du jour qui se rend jusque sous la terre. C'est ça, exactement. Alors, les machineries ont de l'éclairage et
avec l'éclairage, le mineur est fluorescent, devient fluorescent grâce à ces bandes-là. Si le mineur est de face et qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, l'opérateur de machinerie, lui, va voir 2 bandes verticales. Donc, oui, en voyant 2 bandes verticales, il sait que le mineur est de face, donc probablement qu'il l'a aperçu. Alors que si l'opérateur de machinerie, tout ce qu'il voit, c'est 2 bandes horizontales, à ce moment-là, c'est que le mineur est de dos. Donc, peut-être qu'à cause de la protection pour ses oreilles, à cause du bruit, peut-être qu'il n'a pas aperçu l'opérateur de machinerie, donc il doit redoubler de prudence à ce moment-là. Parfait. Bon, alors les mineurs ne font pas seulement que mettre une salopette ou un par-dessus comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont mettre aussi, les mineurs, pour aller travailler dans la mine? Alors, évidemment, des bottes, hein? OK. Hein? Parce que les mines, la mine Belle, il paraît qu'à l'intérieur, c'était... il y a toujours des pompes qui retirent l'eau, hein, des mines souterraines, mais à l'intérieur, c'était très mouillé. Les gens marchaient... quand même dans un petit peu d'eau. Hein? C'était pas sec, 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 sec. Alors, avec nos bottes, je vais t'aider. Geneviève. Alors, mes bottes à moi ont l'air plus récentes. Alors, j'imagine que c'est les mineurs des temps modernes qui les portent. Pourquoi, Geneviève? En fait, si tu peux montrer, Joanne, les bottes des mineurs des temps anciens, on s'entend que c'est pas au début d'exploitation. Le caoutchouc a été inventé beaucoup plus tard. Mais évidemment, les bottes ont chacune des capes d'acier. Elles ont aussi des crampons dessous, étant donné que, bon, comme Joanne le disait, il y a beaucoup de sources. Alors, le sable de mine est très glissant à l'avance. Alors, si on le mélange avec de l'eau en plus, ça devient très glissant. Alors, les bottes doivent avoir de très bons crampons. Mais on voit qu'il y a des bandes ici qui ont été rajoutées par-dessus la botte, OK? Et qu'il n'y avait pas sur les anciennes bottes. La raison pourquoi on a ajouté ces bandes de caoutchouc-là, c'est qu'en fait, s'il y a une roche qui tombe sur ces bottes-là ici, le mineur a des bonnes chances de rester coincé sous la roche. Alors que les bandes ici de caoutchouc vont faire rebondir la roche. Donc, ça permet au mineur, il a moins de chances, finalement, de rester coincé. C'est une belle protection, meilleure protection, hein? Oui. Évidemment, toutes ces choses-là, on essaie de les faire deviner aux enfants. On leur fait remarquer eux-mêmes la différence entre les bottes. Il faut toujours garder ça à l'esprit. OK. Alors, après les bottes, le mineur doit porter autre chose aussi pour aller travailler sous la mine. Bien entendu, hein? Il fait noir, hein, sous la mine. Alors, il y a l'éclairage. On peut montrer un petit peu ce que le mineur d'autrefois avait comme éclairage après avoir utilisé sa chandelle, un petit peu plus tard, là. Est-ce que la lampe au carbure? Oui, ça, c'est une lampe hydrocarbure. Le fonctionnement, en fait, c'est que c'est une espèce de poudre. On explique ça très simplement aux enfants. Une poudre mélangée avec de l'eau qui va créer un gaz. Et le gaz, on peut l'allumer. Donc, l'avantage par rapport au bout de chandelle ou à la lampe à l'huile, c'est que si on l'échappe, bien, ça s'éteint pas. Ça reste allumé tout le temps. Sauf qu'on s'entend qu'aujourd'hui, ce n'est plus une lampe comme ça que les mineurs utilisent. Quel genre de lampe ils vont utiliser de nos jours? Il faut dire aussi que c'est très lourd. Hein? Oui. Les enfants sont surpris, hein, de voir ça. Ils accrochent ça, la lampe aux parois, hein, aux parois des mines, là. C'était comme ça qu'ils faisaient ça. Alors, aujourd'hui, bien entendu, on a ceci. Alors, qui est après le casque. Alors, tu veux-tu le mettre, Geneviève? Non. OK. Oui, je vais le mettre. Bien sûr que je vais le mettre. Les enfants s'habillent, donc les animatrices doivent bien s'habiller aussi. Parfait. Alors, voilà. Là, je ne vous entends plus. OK, alors on a notre lumière ici. Voilà, excuse-moi. Et puis, à la ceinture. Imaginez-vous que l'enfant est habillé avec sa salopette. Il doit porter tout le matériel, le casque, la lumière. Faut savoir que c'est très, très lourd, une lumière comme ça. Hein. Fait que les enfants sont très drôles à avoir habillés comme ça. Donc, c'est ça. Le casque, en fait, sert à protéger les oreilles. Il sert aussi à protéger la tête, évidemment, des chutes de roches. Et il sert à tenir la lumière pour éclairer le mineur. Alors, toute la journée, il se promène avec sa batterie. Ici, la boîte rouge que j'ai ici, c'est en fait la batterie de la lumière qui a une autonomie d'équivalent d'un quart de travail environ.
Et c'est une batterie qui se recharge. Celle-ci, malheureusement, ne fonctionne plus. On ne peut pas montrer l'exemple. Alors, c'est très drôle de voir les enfants habillés comme ceci. Je me sens très drôle moi-même, d'ailleurs. Alors, je vais l'enlever de ce pas pour mieux vous entendre. Voilà. Et comme casque, les mineurs d'autrefois n'utilisaient pas des casques comme ceux-ci. Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme casque au départ? Alors, au départ, on avait dit que c'était la calotte, tout simplement. Hein? Et puis, par la suite, c'était celui-là, Geneviève. Quelle est la différence avec le casque d'aujourd'hui? Alors, bien, lui, il ne protégeait pas contre les décharges électriques. Ah! Alors, celui d'aujourd'hui, il est très protecteur, hein, bien entendu. Là. On dirait des bandes de tissu. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est ça, exact. Tu fais coller, hein, presser, là, sous pression. Alors, je peux le mettre. Ce serait à mon tour. Hein? Ça. Et voilà. Alors, il s'agit juste que je descende. Hein? En fin de compte, on peut descendre très, très creux. Geneviève, est-ce que tu sais, la mine Belle, combien qu'on pouvait descendre, là? De 1500 pieds environ. 1500 pieds. De profondeur, oui. Alors, c'est finalement le but de l'atelier, c'est vraiment de faire découvrir aux enfants le monde souterrain comme ça, mais aussi de leur faire voir l'évolution au point de vue sécurité des habits que portaient les mineurs. C'est bien ça? Oui. Puis aussi, bien, on a vu l'inconvénient, hein, premièrement, de l'éclairage. Là, c'est très, très lourd. Alors, il y a encore à faire hein, au niveau de l'évolution. Alors, on peut trouver quels sont les inconvénients de ces habits-là et puis trouver peut-être des solutions pour l'avenir. C'est encore un très bel atelier du musée. Merci beaucoup, Joanne, de ça nous me avoir fait plaisir. présenté ces ateliers-là. Ça m'a fait super plaisir puis j'ai trouvé ça très agréable. Bon, parfait. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Alors, je suis maintenant en compagnie de Mme Carole Clavet, qui est animatrice ici au musée. Bonjour, Carole. Bonjour, Geneviève. Alors, Carole est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un autre atelier qui traite de l'histoire. Cet atelier-là s'appelle Hector à l'heure de l'industrialisation. Alors, Carole, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est cet atelier-là? C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme scolaire en univers social. Cet atelier-là se divise en deux volets. Il y a un premier volet qu'on dit aux enfants, vous allez nous faire le chemin de l'extraction minière en 1878. Et dans cette partie-là, les jeunes doivent, sur une plaque comme celle-ci, refaire le chemin de l'extraction minière. On ne leur donne pas d'informations. On leur dit, allez-y avec votre logique, votre mémoire de ce que vous avez vu déjà dans le musée pour nous reconstituer le chemin de l'extraction minière en 1878. Et on a également le même chemin à faire refaire, mais en 1905. Et à partir de là, ça permet aux enfants de voir que le travail d'extraction dans les mines de la région était très différent de 1878 à 1905. Sur une période d'environ 75 ans, ils sont en mesure de voir que ça s'est industrialisé. Ça, c'est la première partie. Après ça, on s'amuse et ça peut donner des points. La deuxième partie, c'est un jeu qui nous permet d'expliquer les différents métiers de l'époque, en 1878 et en 1905, de faire la transition. Les métiers qui sont en lien avec l'histoire minière, comme un géologue, ça peut être un mineur, ça peut être quelqu'un qui travaillait à l'extraction du minerai, mais aussi tous les métiers à côté, comme par exemple le boulanger, le cordonnier, où c'est passé du cordonnier dans chacun des villages à aller à l'industrialisation, à la fabrication de paires de chaussures dans les premières manufactures. Parce qu'il faut comprendre qu'au moment où des mines s'installaient dans une certaine région, il n'y avait pas juste la mine, mais il y avait tout ce qu'il y avait autour pour arriver à faire vivre les mineurs. Oui, c'est vraiment dans ce sens-là où est-ce qu'on est en mesure de voir le boucher.
Et puis, j'en profite, moi, toujours à travers ces ateliers-là pour expliquer aux enfants, donner des comparatifs avec la vie actuelle, même si on traite d'une période de 1878 à 1905. D'ailleurs, il y a plusieurs questions qui ne touchent pas uniquement les mines. On va parler, entre autres, de la santé des gens à l'époque. Est-ce qu'il y avait plus d'épidémies chez les enfants? Comment on faisait pour les traiter? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de contrer ça? Et en même temps, on peut leur parler aussi bien de Pasteur que leur parler du métier de gobeuse et puis parler aussi comment les femmes, comment les enfants étaient traités. On aborde tous ces sujets-là pour que vraiment cet atelier-là donne un plus aux enfants. Et les enfants... on veut les ouvrir leur conscience à ce que c'était à cette époque-là, il y a plus de 100 ans. Quelle était la vie à cette époque-là, finalement? Oui, beaucoup, insister là-dessus et de voir la différence avec aujourd'hui. Je leur pose souvent aussi la question, est-ce que vous aimeriez mieux vivre à cette époque-là ou vivre aujourd'hui? Et la plupart, après avoir vu l'atelier, nous disent, mais carrément, on est mieux vivre à notre époque aujourd'hui. Malgré que ça devait être intéressant, parce que souvent, ce qu'on me relate, il y avait des grosses familles, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'enfants dans nos familles. Et ça, pour eux, ça semble quelque chose, en univers social et en citoyenneté, quelque chose d'intéressant. D'avoir une tralée d'enfants. Je leur sors des mots aussi du vocabulaire qu'on utilisait à l'époque qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ça, ces mots-là. On va entendre parler, nos grands-parents vont parler des mots comme ça, mais dans l'actualité, on ne traite plus de ces sujets-là. Alors, les enfants, ça les fascine de pouvoir comparer puis de dire « Ah, ben ma grand-mère a été téléphoniste à une certaine époque et voit que c'est très différent par rapport à aujourd'hui. » Donc, malgré tout ça, malgré le fait, bon, les familles nombreuses, malgré ce vocabulaire cocasse, les enfants, j'imagine, préfèrent leur vie d'aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup plus facile que ce l'était à l'époque. Les enfants de 12 ans travaillaient au début du siècle dernier, alors qu'aujourd'hui, les enfants de 10-12 ans ne travaillent pas, ne font pas des travaux aussi difficiles que ce l'était à l'époque. Oui, je l'ai fait souvent sur une chose qu'on discute avec eux, c'est sur les salaires de l'époque, le prix des choses. Et je leur dis, bon, on vous dit, une livre de steak valait 4 sous, mais 4 sous, c'était énorme parce que les gens, ça leur prenait presque une journée de travail à gagner les 4 sous. Quand les gens étaient payés 1,5 sou de l'heure, j'essaie de leur comparer avec le salaire minimum aujourd'hui, surtout les conditions de travail des enfants à l'époque, travailler des 12 heures. Je leur dis, imaginez-vous là, faire la tondeuse chez Madame une telle, 12 heures de temps, comment ça serait difficile. Puis c'est votre travail, vous le faites en 15 minutes. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment les enfants devaient même remplacer leur père souvent dans les mines. Si le père était blessé, pour pas que le père perde sa place, il devait envoyer son fils le plus vieux travailler dans les mines. Et c'est souvent, à cette époque-là, on avait des enfants à 12 ans. Et là, on parle des lois qui ont amené ces changements-là, qui font qu'aujourd'hui, les enfants et les femmes sont respectés dans les milieux de travail, alors qu'il y a 100 ans, on ne respectait pas ni hommes ni femmes. Mais j'aimerais aussi, Carole, que vous nous parliez du matériel qui est utilisé dans l'atelier Hector à l'industrialisation. Comment ce module-là ici sert à faire découvrir aux enfants justement ces travaux-là que les gens faisaient à l'époque? J'ai une série de questions qu'on leur pose. Je vais faire un petit test. Je vais voir avec toi, Geneviève. On va voir si je suis meilleure que les enfants. En 1885, un mineur travaille combien d'heures par jour? Je vous donne les réponses. La réponse A, c'est 6 heures. B, 8 heures. C, 10 à 12 heures. D, 26 à 28. C'est la réponse C. Oui, c'est la réponse, c'est la lettre C. Ensuite... Alors, si j'aurais gagné un point, j'imagine, j'aurais pu ouvrir un des compartiments. On va ouvrir une petite porte. Vous me dites quel numéro? Vous avez choisi le numéro 1. Est-ce que vous êtes en mesure de deviner l'image qui est en dessous? Non. Peut-être juste expliquer rapidement qu'une fois que les enfants ont répondu aux questions et qu'ils devinent quel est le métier, en fait, ils ont ouvre la porte 6, disons, et oups, préalablement, les enfants avaient vu les gravures. Pendant le temps, je leur explique chacun des métiers, combien d'heures les gens travaillaient, qu'est-ce que ça prenait, si c'était le boulanger, oui, il prenait son grain, etc. Et ici, on voit le conducteur de locomotive. Alors, quand ils ont deviné, ça leur donne plus de points, l'équipe a plus de points. Et à la fin du jeu, c'est l'équipe qui a ramassé le plus de points qui gagne.
Merci beaucoup, Carole, de toutes ces informations. Ça semble tout à fait fascinant. Alors, il faut savoir que le Musée minéralogique, on vous a présenté 3 de nos ateliers aujourd'hui, mais on a vraiment une panoplie d'autres ateliers qui touchent aussi l'histoire et la géologie. Alors, c'est une invitation aux écoles, aux enfants de venir nous voir pour apprendre ces ateliers-là. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était Geneviève Claverroy pour le Musée m'amuse. Merci.